Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire, donc comme chaque week-end, comme certains d'entre vous l'ont remarqué bien entendu, je ne suis pas dans mon lieu habituel, donc je suis en vadrouille. La pièce est vide de meubles, donc ça résonne un petit peu, mais du coup j'ai changé le micro peut-être pour un petit peu aider, j'espère, on verra, j'espère que le son ne sera pas trop dégueulasse, vous me direz dans les commentaires. Et on va attaquer donc cette analyse. Globalement, la Fed, non-événement. Non-événement, pourquoi? Parce que, en gros, Powell n'a rien dit de neuf. Hein. Donc on sait très bien qu'on va vers la fin du tapering, on sait très bien que l'on va vers des remontées de taux, on sait très bien que l'on va ensuite, après tout ça, vers une réduction de la taille du bilan de la Fed. Et on sait très bien que la BCE, elle, pour elle, l'inflation est transitoire et donc ils ne sont pas pressés. Et pour la banque chinoise, eux, ils continuent de soutenir l'économie, mais bon, ils ont d'autres problématiques. Il faut qu'ils continuent à envoyer des liquidités pour éviter que leur château de cartes au niveau immobilier et de consommation se casse la figure. Donc, voilà un petit peu les trois dimensions. C'est dès ce dont on avait parlé. Ce qui devient très intéressant, donc, c'est que finalement, tout le monde est entré dans la crise de la même manière. Les banques centrales ont pris les mêmes décisions, mais pour autant, les sorties de crise dorénavant, les banques centrales prennent d'autres décisions, des décisions qui sont un extrême de l'autre. Donc qui a raison, qui a tort, ça sera évidemment la grosse conclusion qu'on pourra éventuellement faire dans 5 ans. Mais en l'occurrence ici, pour moi, donc la Fed, pas de nouveauté. Ce qui aurait aidé certainement le marché à avoir une meilleure visibilité, on sait très bien qu'on va faire le tapering, qu'on va monter les taux, donc ça aurait été éventuellement de donner un calendrier. Donc ça serait de dire, en mars, on va monter de 0,5, en juin, on va monter de 0,25, en septembre, on montera encore de 0,25, et en décembre, encore de 0,25, donc 4 hausses de taux, et on arrive globalement à 1,25 de taux d'intérêt à la fin de l'année. Évidemment, en même temps, si Powell fait ça, il se bloque un petit peu si jamais l'économie tousse, si jamais on est bel et bien dans une inflation transitoire, mais une inflation transitoire qui est également parce qu'on est dans une croissance transitoire. Donc pour l'instant, Omicron a l'air d'être la lumière au bout du tunnel, et donc éventuellement, on tendra dans 6 mois vers de la réouverture pleine des économies, vers la fin des goulots d'étranglement, vers la fin des pénuries, vers la pleine capacité de consommation, y compris donc en Asie, si la Chine s'ouvre complètement et arrête de faire ses confinements. Donc en gros, vers un désengorgement des ports, etc. Et quelque part, voilà, ça permettra quelque part, je dirais, d'avoir la moitié de l'inflation aujourd'hui qui est induite par la sortie, entre guillemets, de guerre du Covid. Et puis le reste qui est plus une inflation un peu plus durable, avec laquelle il faudra certainement vivre sur 2023-2024, et on verra ensuite si les conditions structurelles, démographiques et compagnie font qu'on revient à ce qu'on avait connu avant le Covid, c'est-à-dire croissance molle, inflation molle, ou si au contraire on a un terrain de jeu pour le plus long terme. Hein, pour celles et ceux qui avaient suivi les différentes vidéos dont on avait parlé, il y aura quelque chose à jouer pivot sur 2024-2025 pour ensuite jouer la décennie de 2030. Mais ça, évidemment, c'est des scénarios très long terme. Là, on est plus sur du court terme. Donc, pour moi, non-événement, déception du marché quelque part, parce que du coup, toujours de l'incertitude. Donc oui, on va remonter les taux, mais on ne sait pas trop de combien. Donc à chaque fois, c'est le suspense. Et puis après, surtout, moi, le gros morceau, c'est les résultats des entreprises. Les résultats des entreprises qui sont très bons, exceptionnels même. Quand vous regardez Apple ou quand vous regardez LVMH, c'est monstrueux. Hein, c'est quand même des entreprises qui sont, c'est pas des petites boîtes, et qui font des taux de croissance de leur chiffre d'affaires et de leurs profits, mais absolument hallucinants. Du coup, tout ça, ça fait des sacrés trésors de guerre quand même, donc il ne faut pas omettre aussi qu'on a beaucoup d'entreprises qui se retrouvent avec des gros trésors de guerre, qu'on est dans une période inflationniste, et qu'elles ont les mêmes problématiques que le particulier. Elles ont une fenêtre de tir, donc avec des financements qui se réduisent. Et donc là aussi, les entreprises aujourd'hui, pour faire des rachats d'actions, pour éventuellement faire des investissements
mais surtout pour faire des fusions et acquisitions, on est dans une fenêtre de tir et tout ça également, ça peut continuer d'être moteur. Les fonds de gestion également sont toujours aujourd'hui blindés de liquidités, blindés de cash, même si évidemment depuis quelques mois et là plus récemment on se prend quelques tartes et il y en a certains évidemment qui sont plus orientés sur les valeurs de croissance qui se prennent des belles mines à être à moins 30 ou moins 50%. Il n'en demeure pas moins qu'on est aujourd'hui dans des fonds qui ont énormément de liquidités et donc qui brassent toujours énormément d'argent. On a beau voilà, parler d'un monde inflationniste et d'un monde de remontée des taux, il faut partir du principe que les doses de coque vont être réduites, mais de manière très graduelle, et que donc on va rester encore dans des politiques très accommodantes. Donc de la volatilité sur le marché, mais globalement, toujours le côté TINA, c'est-à-dire il n'y a toujours pas d'alternative, parce que tant que les taux ne remontent pas au-delà de 2,5-3% ou que l'inflation ne commence pas à se résorber et à passer à du 4% avec des taux à 2,5-3%, donc on tente de repasser petit à petit éventuellement, de se rapprocher de taux réels positifs, ben, il n'y a globalement pas d'alternative aujourd'hui et on peut continuer d'aller chercher du risque sur action qui offre une prime de risque aujourd'hui à 4%. Donc, et puis on voit, il y a beaucoup de sociétés défensives, on a vu notamment Orange qui performe très bien, qui vous offre du dividende à 5-6% avec une protection entre guillemets de votre capital. Vous savez très bien que vous allez potentiellement pas faire des 100 et des 1000 là-dessus en termes d'augmentation de capital, mais vous avez quand même un bon retournement de tendance déjà et quelque part un bon rendement de 5-6%. Donc c'est des bonnes valeurs défensives, on voit que le marché est beaucoup revenu sur ces valeurs-là. Le marché reste très volatile donc, comme on l'a dit, mais globalement, je veux dire, ce qui permettait à énormément d'analystes d'être positifs en début d'année n'a globalement pas changé. Fondamentalement, on n'a pas changé, sauf que c'est la psychologie des foules qui se met en marche. C'est-à-dire que quand le marché se met à baisser, se met à passer en dessous de niveau, et avec les effets de levier qui déclenchent les appels de marge, etc., et des arbitrages de portefeuille, et bien après coup, évidemment, quand on s'est pris une claque, chat échaudé craint l'eau froide, et donc on a l'impression que le marché va baisser encore plus, et on a un petit peu plus de mal à rentrer, ou en tout cas, donc il faudra que le marché puisse nous prouver, dépasser un certain nombre de niveaux pour pouvoir revenir. Et c'est ce qui fait que le marché est extrêmement nerveux, extrêmement volatile, parce que on est toujours dans des marchés qui ont des montagnes de cash, qui sont dans la grande rotation et dans les arbitrages, mais où, voilà, on sait très bien qu'on a la roulette russe de l'Ukraine et de la Russie, bien que moi, au risque de passer pour un idiot, si jamais un jour il y a un Ukrainien qui tire sur un soldat russe et que l'engrenage se met en place, au risque de passer pour un idiot, moi je pars toujours du principe qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt et que c'est une utilisation pour de la négociation en coulisses d'autres éléments. Mais voilà, ça fait quand même de la tension, on le voit notamment sur des valeurs un petit peu plus cycliques. Mais sinon, globalement, je veux dire, on reste dans ces éléments-là, donc des marchés qui sont très techniques et des marchés du coup qui sont très court terme. On voit avec énormément d'allers-retours. Moi-même, j'ai loupé, alors je fais cette vidéo un petit peu avant la clôture. L'avantage, c'est que j'avais pas mal d'achats de tendances baissières qui sont passés à quelques cents près, qui se sont pas faits pour l'essentiel. Mais voilà, globalement, à quoi on en est rendu? C'est de la mentalité toujours de prendre ce qu'il y a à prendre. On achète des tendances baissières qui reviennent sur des supports qui sont plus ou moins robustes et on a des décalages, surtout sur les valeurs de croissance, de 4, 5, 6% comme ça en l'espace de quelques heures. Et puis tout de suite après ou le lendemain, on se prend un gap dans la figure. Donc voilà, on est vraiment en mode prendre ce qu'il y a à prendre actuellement. Je me répète et ça fait un mois qu'on en avait parlé qu'il fallait changer un petit peu son paradigme et qu'il fallait s'attendre à avoir ce genre de choses-là. Est-ce que c'est pour mieux purger avec une seconde jambe baissière ou relancer la hausse? Ça, j'en sais absolument strictement rien à ce jour. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a de la fragilité,
On a potentiellement des supports qui sont plus bas, oui en effet, mais il faut procéder étape par étape. On est vraiment en mode court terme actuellement, et on procède au fur et à mesure sur le graphique pour pouvoir avoir un petit peu plus de conviction, mais ça se passe comme ça. Quand on regarde donc le CAC 40, on a, cette semaine pour moi est un gros témoin, c'est-à-dire purge le lundi, oh mon Dieu c'est la fin du monde, rebond technique que l'on fait tout au long de la semaine, qui vient bloquer sur notre ancien support qui devient résistance, et aujourd'hui, clairement, c'est pour moi la bonne définition sur cette journée, la bonne définition de ce à quoi potentiellement on va continuer à avoir droit, c'est-à-dire on ouvre haut grâce aux valeurs du luxe et aux résultats de LVMH notamment, puis on purge, on va chercher les 6850 points, qui a été donc le niveau de support, on arrive à les tenir, là on rachète, donc voilà, on se sent bien ce marché qui est à la fois très prudent, mais qui est blindé de cash et qui a besoin, et qui donc à la première, et c'est le sentiment que j'ai aussi, c'est aujourd'hui je suis revenu très très liquide après mes errements, et c'est le sentiment que j'ai aussi, c'est-à-dire je suis blindé de cash, et j'ai ce double sentiment de me dire, voilà, il faut que je sois prudent, je suis quand même en perte sur l'année, etc. Donc je suis attentiste, j'essaye de rentrer sur des signaux un petit peu plus clairs, mais à la fois j'ai beaucoup de cash et il y a beaucoup de volatilité, donc en termes de trading, c'est quand même un environnement idéal, à condition évidemment de ne pas s'épancher à conserver des tendances qui sont un petit peu moyen pourries, où on joue juste en gros des rebonds. Mais globalement, voilà, on sent bien sur le marché que la mentalité est la même, c'est-à-dire ah, j'attends, et puis paf, quand j'ai un niveau qui m'intéresse, j'achète et je ne le fais pas à moitié. Maintenant, on le voit graphiquement parlant sur le CAC 40, c'est-à-dire qu'on commence petit à petit à faire pas mal de zigzags et en fait à travailler une zone de range. Et cette zone de range, il faudra la casser par le haut ou par le bas pour nous signifier en fait la prochaine tendance que le marché privilégiera. Donc là, en l'occurrence, pour moi, il y a toujours cette zone des 7050-7100 points, qui est la zone pivot, qu'il faudrait dépasser en résistance, donc il faudrait réussir à dépasser pour donner vraiment un influx et quelque part se donner un petit peu plus de force acheteuse pour revenir à l'achat. A contrario, si le jour où vous cassez les 6750 points pour arrondir globalement, et les 6850, on en avait parlé, les vendeurs reprendraient la main, et à ce moment-là, il faudra être un petit peu plus méfiant sur un retour d'une attaque baissière qui pourrait éventuellement avoir envie d'aller chercher une zone comprise entre les 6666 points, les fameux, et refermer ce gap ici sur les 6600 points. Ça serait pour moi un pivot moyen terme globalement. Et la construction, après, on verra d'une figure éventuellement plus large de biseau descendant, mais pour l'instant, c'est la pure anticipation, et c'est tiré par les cheveux, de la même manière que c'est tiré par les cheveux une éventuelle épaule, tête, épaule, qui serait en train de dessiner donc la deuxième épaule ici. Évidemment, c'est une figure, mais je fais toujours attention pour moi à tout ce qui est diamant et épaule, tête, épaule. Ce sont des figures pour moi qu'il faut toujours prendre avec des pincettes. Elles se réalisent dans, je sais pas, 10 ou 15% des cas, et même quand elles se réalisent, elles n'atteignent pas forcément l'objectif théorique de la cassure de ligne de coup et du report du mât, etc. Donc, c'est pour moi des figures qui sont vraiment à prendre avec des pincettes. Donc, je préfère juste me concentrer sur la partie droite et me dire, voilà, je suis dans un mode zigzag tant que je suis à l'intérieur de ceci. Si je casse par le haut, ben, je commence à reprendre confiance, je reprends des plans un petit peu plus agressifs, parce que j'ai des repères. Donc si je recasse par le bas derrière, ben, c'est ma faiblesse, et je revalide une reprise de cash. Par contre, si je casse ici par le bas, là, je sais que je peux avoir une deuxième attaque de mes vendeurs, une deuxième peur quelque part de mes acheteurs, avec une éventuelle capitulation que le marché peut aller chercher, on l'a vu, hein, sur 6006, 6005. Je serais plutôt partisan, pour l'instant, ça je ne sais pas ce que ça vaut, hein, mais je serais plutôt partisan si jamais on venait à dégrader sous les 6850 points, un niveau qui m'intéresserait beaucoup pour acheter, c'est ce niveau des 6006, hein, 6006, 6660.
Sinon, balle au centre, hein. Actuellement, on voit qu'on zigzague pas mal, mais on voit que 6850, 6830, hein, c'est des bons niveaux de défense d'acheteurs et ils se sont réveillés assez fortement aujourd'hui. Donc, on a des acheteurs. C'est déjà pas mal hein, sur une semaine comme ça, de se rassurer sur une fin de semaine et de se dire, bon, on avait quand même pas mal d'acheteurs. Le Nasdaq, on passe au Nasdaq, donc valeurs de croissance donc qui sont beaucoup moins résilientes, qui trinquent beaucoup plus que le reste. On a eu la capitulation cette semaine, tout du moins une première capitulation, en allant chercher cette zone des 13 700 points. On a eu notre rebond technique, qui est allé chercher les 14 600 juste avant le discours de la Fed, et après, évidemment, on a joué la déception, le fait que la Fed était hawkish, bien entendu, et que comme on n'a pas de calendrier, etc., ben, on a cette impression qu'elle est encore plus hawkish, et que, éventuellement, ça ne fait que renforcer, et maintenant, il y en a même qui parlent de 5 ou 6 renforts de taux, puisqu'on a bien renforcé que, voilà, la Fed voulait vraiment combattre l'inflation. Après, voilà, il faut se dire que c'est très politique quand même. C'est assez intéressant de voir ce retournage de veste de la part de la Banque centrale américaine qui a parlé pendant plus d'une année d'inflation transitoire et même quand c'était plus trop crédible, etc., elle a martelé l'inflation transitoire, transformé d'abord le temporaire en transitoire. Moi, je continue de parler et de penser qu'on a réellement une inflation transitoire, mais il faut bien comprendre que l'inflation transitoire, c'est une inflation qui peut être durable sur le long terme, mais qui est juste la transition d'une inflation de pic, de réouverture post-Covid, post-guerre, entre guillemets. Donc on a surtout une inflation sur les produits de consommation et sur les produits et matériaux de base, et pas trop sur les services. Les services peuvent venir après coup, et c'est ça qui sera réellement avec aussi le pendant des salaires, pas que les bas salaires, mais également les salaires de cadres, qui, là, vraiment, nous permettront de valider une inflation durable. Mais ce qu'il faut, si on passe d'une inflation à 8% à une inflation à 4%, c'est toujours une inflation qui est importante et qui est durable, mais c'est quand même une transition. Vous passez de 8 à 4, mais on n'est pas dans un monde où on revient dans une inflation à ce qu'on connaissait avant le Covid, c'est-à-dire 1%, on revient à une inflation à 4%. Et là, ce que nous dit Powell, c'est tout simplement, son premier but, maintenant qu'on est arrivé à du plein emploi, etc., c'est de combattre l'inflation et de revenir à 2%. Donc c'est ça qui fait craindre les marchés et de se dire qu'il va devoir monter les taux énormément. Mais en parallèle de ça, il ne faut pas oublier non plus que c'est des raisons politiques aussi pour lesquelles on annonce ça. On veut combattre l'inflation pour le bien-être du consommateur et sa confiance, parce qu'on a besoin qu'il continue de consommer. Mais s'il continue de consommer, ben c'est de l'inflation supplémentaire hein, qui va se faire. Mais en parallèle de ça, évidemment, ce n'est pas notre faute en tant que gouvernement. On a été énormément interventionniste et on a distribué de l'argent gratuit à tout le monde. Mais voilà, on paye aujourd'hui donc cette inflation-là, mais c'est toujours pareil. Et donc du coup, on va aider, comme on fait en France, on va faire des chèques subventions, chèques pétrole, chèques machin, et tout ça, évidemment, c'est inflationniste également. Donc, on voit qu'on est dans, entre guillemets, l'interventionnisme et l'hérésie politique dans la gestion économique, mais dans la logique pure, et quelque part, on verra si la BCE a raison, de jouer pour l'instant la montre. Parce que jouer la montre, c'est de dire il faut attendre 6-9 mois pour vraiment commencer à se dire, vis-à-vis de stats, et vis-à-vis du Covid également, s'il n'y a pas de nouveau variant qui est un peu plus méchant que Omicron, de se dire, bon ben oui, on va vraiment commencer à tendre vers la transition. Voilà, ça évidemment, c'est ce qu'on se dit déjà depuis plusieurs mois, et c'est des processus longs. Et le marché, lui, il est dans l'impatience et dans l'émotion du moment. Donc également, voilà, on a pas mal de volatilité. On retrouve cette volatilité, hein, on le voit, donc on est allé chercher 13 700, on a rebondi à 14 600, puis on est retombé aujourd'hui à 13 800. Là, on est en train de regagner 400 points pour aller sur 14 250, qui est le pivot, on va dire, mais au-delà de ces 14 250, qui est un pivot intermédiaire, en fait, on est en train éventuellement de construire une espèce de congestion dans un triangle symétrique où on va retrouver 14 400. Hein, on va dire, je n'ai pas très bien tracé, mais il faut zoomer un petit peu plus. Mais en gros, cette zone des 14 400, 14 500, qui est une zone
un peu plus importante à franchir pour vouloir aller chercher un rebond un petit peu plus puissant. Sinon, évidemment, si vous recassez tout ça par le bas, on y va pour une seconde capitulation. Il y a de toute façon un paquet de gaps, hein, éventuellement. J'ai la zone des 13 004 à 13 002 qui peut être une prochaine zone de support. Mais à ce stade-là, on le voit, en fait, on est en train de temporiser et on est en train de neutraliser pour l'instant la baisse en attendant le prochain signe. Donc là, tant que vous êtes là-dedans, là, dans ce zigzag, c'est du marché de trader. Hein, alors après, vous pouvez très bien prendre des premières positions à l'achat et vous dire c'est pour le long terme, et dans 3 mois revenir vers moi en disant c'était magnifique, buy the dip, c'était ce qu'il fallait faire. Mais à aujourd'hui, hein, c'est un pari que l'on prend globalement. Pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment de signaux pour pouvoir acter cela, en tout cas si on cherche à faire du moindre risque, bien entendu. Sinon, pour anticiper des premières positions, ça c'est libre à chacun, c'est suivant les plans, bien entendu. Quand on va chercher du côté des matières premières et du côté du pétrole, eh ben, les tensions avec les Russes, évidemment, continuent de pousser un petit peu le pétrole, surtout le Brent, vers les plus hauts. Donc on est à 91 $. La petite résistance oblique que l'on avait, on est en train pour l'instant de la faire céder par le haut. Après, ça reste quand même très tendu, donc si jamais, il faut faire attention à la volatilité là-dessus. Et c'est assez intéressant parce que le pétrole reste ferme, mais ce que l'on voit, c'est les parapétrolières notamment, ou les pétrolières qui corrigent pas mal, surtout les parapétrolières qui corrigent pas mal. Et là aussi, on retrouve énormément de nervosité et énormément j'ai perdu mes mots, mais globalement, voilà, énormément de volatilité. Toujours est-il que notre pétrole, pour nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est que tant qu'il va rester au-dessus des 85 $, on va rester positif. Maintenant, ce qu'il faut s'attendre, évidemment, c'est que lui aussi, à un moment donné ou à un autre, il devienne un peu plus volatile. Mais à ce stade-là, il continue d'être puissant et inflationniste également. Donc il ne faut pas l'oublier. Ce qui m'intéresse également aussi, c'est ce que nous a dit la Fed, donc en ne proposant pas son calendrier. Alors là, c'est assez intéressant. Donc, d'un point de vue purement graphique, hein, vous le voyez, on s'était remis plutôt pas mal, mais on a buté sur cette résistance oblique, et puis on a tout recassé par le bas. Bon, c'est pas le premier coup que l'or nous le fait. Hein. Ici, il nous l'avait fait, ici, un petit peu moins. Mais là, en gros, on nous le refait. Donc, en gros, on reste toujours dans la figure de neutralisation, on va dire, moyen-long terme. Mais l'idée également, c'est toujours, il y a toujours des personnes qui m'écrivent en me disant « Ouais, mais je comprends pas, donc on valide bien qu'on a une inflation à 7-8%, tout simplement, l'or ne fait rien, ou l'argent également. » Donc il faut bien penser également que l'or n'a pas de rendement, hein, je vous le rappelle, l'argent non plus, vous n'obtenez pas de rendement. Donc c'est-à-dire que pour être poussé, pour investir sur ça, ça veut dire globalement que vous avez besoin de rester dans une politique très accommodante, qui continue de s'endetter à mort, et qui ne fait pas trop remonter les taux, pour que les taux réels demeurent très négatifs. Et là, vous avez des éléments justement qui sont plus encourageants pour aller chercher du refuge, entre guillemets. Donc c'est pas que l'inflation qui nous importe, hein. Comme je vous l'avais dit, c'est pas que la remontée des taux et que l'inflation qui doit nous faire peur, c'est si jamais en sus de ça, on a de la baisse de croissance. Ça doit faire peur en plus au marché. Il ne faut pas omettre également que même si la politique de la Banque centrale américaine a l'air très hawkish actuellement, il faut également relativiser. Éventuellement que oui, on peut remonter les taux à 1%, mais est-ce que la Banque centrale américaine a les moyens aujourd'hui de réellement remonter les taux au-delà de 1%, et 1%, quand vous regardez historiquement, certes, c'est plus haut que ce qu'on a connu ces dernières années, mais ce n'est pas non plus énorme, on est quand même dans de la politique qui est très accommodante, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on a des montagnes de dettes post-Covid, les entreprises ont des montagnes de dettes, les particuliers ont également de la dette. Donc en gros, monter les taux, c'est bien un petit peu pour essayer de faire souffler le marché, que ce soit la bourse, que ce soit l'immobilier, et permettre un petit peu de limiter cette inflation en attendant et en jouant la montre que le côté transitoire refasse surface, fin Covid, etc. Mais on ne peut pas non plus les remonter trop au-delà, parce que premièrement, si vous les remontez au-delà, vous asphyxiez la croissance également, l'économie, vous asphyxiez également
les entreprises qui sont trop endettées, les ménages qui sont trop endettés. Donc vous avez un risque d'autant plus important sur les valorisations boursières et immobilières. Et il ne faut pas oublier aujourd'hui que ça sert de collatéral à énormément de capacités d'endettement, de financiarisation et donc d'investissement. Donc vous ne pouvez pas vous tirer une balle dans le pied non plus. Donc c'est là où on joue le jeu d'équilibriste et il faut également se dire que le marché pour l'instant il a l'air d'être omnibulé par le discours très hawkish des banques centrales et notamment de la Fed, surtout de la Fed, mais également, à un moment donné ou à un autre, il décidera de voir le verre à moitié plein et de se dire « Oui, mais d'accord, ils peuvent potentiellement me remonter les taux à 1%, mais je vais rester pendant 2 ou 3 ans encore éventuellement avec des taux d'intérêt à 1%. Certes, ça permet de résorber pas mal de bulles en effet, et de survalorisation sur des boîtes qui n'avaient pas de visibilité, qui étaient, même dans le meilleur des plans économiques, incapables d'être rentables. Et donc ça permet de faire du nettoyage et de réallouer peut-être un petit peu mieux les capitaux, mais vous allez rester dans des politiques qui sont très accommodantes, et on n'a pas le choix aujourd'hui. Vous êtes dans un monde post-Covid où vous avez besoin de la croissance et de taux réels négatifs, ou en tout cas de taux réels positifs très très bas pour pouvoir garder une dette qui est soutenable. Donc il ne faut pas omettre tout cela, et il faut éviter de partir dans des tangentes, et bien comprendre que la volatilité des marchés, c'est normal. La correction des marchés, c'est normal également, il faut voir d'où l'on vient. Okay, donc je passe beaucoup de temps là-dessus, j'ai reçu beaucoup de messages évidemment. Quand tout va bien, personne ne s'occupe de réfléchir de la sorte, et quand tout va mal, tout le monde veut jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais c'est important de remettre l'église au centre du village, justement, et de bien comprendre ce qui est en jeu, et que donc oui, remonter les taux à 1% quand vous relativisez, ça n'a pas l'air énorme, mais 1% de remontée des taux sur l'actualisation de vos profits futurs, lorsque vous avez déjà des valorisations qui se payent 100 fois les profits futurs, ben, ça a un impact qui est très important. Alors, je n'ai pas le tableau sous la main, etc. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ces variations justement de taux qui n'ont pas l'air tellement énormes, c'est normal qu'elles aient des répercussions importantes sur la valorisation des marchés. Donc ça, voilà, c'est globalement rien de neuf de ce qu'on se dit en termes d'hypothèse de travail depuis un an. Mais au niveau de l'or, ce qui est très important, c'est justement de bien comprendre que vous avez besoin finalement que les banques centrales soient quand même dovish. Vous n'avez pas seulement besoin de l'inflation, vous avez besoin de la fuite en avant pour la perte de valeur du dollar. Or, aujourd'hui, vous avez un or qui vous fait rendement zéro, et vous avez un taux à 10 ans américain qui se rapproche des 2%. Alors certes, avec une inflation à 7%, vous êtes toujours... Alors il faudrait, pour vraiment comparer, il faudrait prendre le 2 ans américain et les taux court terme, évidemment, pour vraiment prendre les taux réels négatifs qui se rapprochent un petit peu du zéro. Mais globalement, vous avez compris l'idée, c'est qu'aujourd'hui, en fait, si on est dans un monde qui remonte les taux, on est dans des taux réels qui se rapprochent un petit peu plus, qui sont négatifs, mais qui se rapprochent de zéro. Et donc, globalement, vous avez un produit sans risque qui est l'obligation de l'État américain qui vous paye quelque chose. Et comparé à la Banque centrale européenne où vos taux sont à zéro, eh ben, c'est mieux d'avoir des dollars aujourd'hui que des euros. Et donc, en l'occurrence, une nouvelle fois, on le voit, on reste encore dans le biseau, mais on a cassé par le bas ici ce triangle ascendant. On avait déjà bien faibli dans l'incapacité de se resservir de la résistance ici, en recassant l'ancienne résistance qui était devenue support, et puis paf, qui recasse en résistance. Là, on lâche derrière l'oblique et on va chercher notre oblique de long terme. Alors on est toujours dans notre biseau descendant de moyen terme, globalement, mais on est toujours dans un dollar fort. Donc là, grosso modo, c'est aussi mieux d'avoir des valeurs américaines. Et en l'occurrence, ça remet à plus tard l'éventuel basculement de flux qui sortirait des États-Unis pour revenir chercher de l'Europe, du Japon, de la Corée du Sud, de la Chine éventuellement, et globalement plus le côté pays émergent.
Voilà, globalement, pour le topo. Au niveau des valeurs, on peut faire rapidement la liste des valeurs, mais j'en ai pas. Globalement, c'est juste pour vous donner un certain nombre de niveaux et peut-être pédagogiquement des figures qui peuvent être intéressantes de suivre. Mais ce que l'on a globalement sur 2 CRSI, c'est plus rien, ça y est, hein, on casse par le bas ici, donc tout est remis à plus tard. Ça ne sert à rien de se bloquer le capital globalement. On a des valeurs voilà, comme ADP qui continuent, et notamment les valeurs cycliques, hein, et donc on voit bien que le marché joue quand même la fin d'Omicron, la réouverture économique. Mais après, voilà, on a aussi des consos. Donc ce qu'il faut bien se dire aujourd'hui quand on regarde le CAC 40, c'est de se dire, ok, j'ai une faiblesse, mais aussi j'ai une faiblesse parce que mes valeurs du luxe n'arrivent trop à rien faire, et jusqu'à présent, j'ai mes valeurs value cycliques qui avaient encaissé le coup. Mais maintenant que j'ai mes valeurs de luxe qui rebondissent, mais qui sont plutôt flat, j'ai mes valeurs value cycliques qui ont besoin de souffler. Alors, elles soufflent pas à moitié pour certaines d'entre elles. Hein. Alors, j'ai Arcelor plus tard. Donc, elles soufflent pas à moitié. Hein. Il ne faut pas non plus se dire que les valeurs value, comme je vous avais dit, c'est la protection ultime. Non, il faut s'attendre à énormément de volatilité et d'arbitrage à cause des leviers, des appels de marge. Et ça, clairement, ça risque de continuer avant d'avoir des tendances beaucoup plus claires. Donc, un marché qui reste dans un mode prendre ce qu'il y a à prendre, un marché de traders. Et donc pour la tendance, il va falloir patienter la suite. Donc sur ADP, on est arrivé sur une zone de résistance, on reflue là sur une zone de support pour l'instant, on verra la capacité de rebondir, mais globalement à moyen terme, on va rester positif. On va rester positif sur cette valeur-là, je dirais au-dessus des 113, 114. Au niveau d'Air France, leur plus grosse problématique, c'est qu'ils ont l'État et qu'il y a une augmentation de capital qui est toujours en épée de Damoclès, mais graphiquement parlant, le jour où ça dépasse 4,40 €, 4,50 €, ça peut être pas mal. Amazon, c'est le couteau qui tombe depuis que vous avez la cassure, et globalement, on le voit, c'est comme le Nasdaq, on est en train de faire du zigzag et donc de stopper un petit peu l'hémorragie, mais pour l'instant, c'est pour quoi faire? C'est pour casser par le haut et aller chercher un rebond technique un petit peu plus fort, mais qui reste rebond technique à ce stade-là, ou pour casser à nouveau par le bas et lancer une deuxième jambe baissière. À ce stade-là, je veux dire, c'est 50-50, c'est la roulette russe également. Donc c'est du trading de court terme, parce que éventuellement, si vous le prenez, vous devez avoir des stops courts, parce que sinon, on joue un petit peu aux devinettes. Apple qui fait des résultats monstrueux également, donc qui, grâce à sa surpondération dans les indices, permet de garder la tête au-dessus de l'eau, notamment du Nasdaq. Il ne faut pas omettre également qu'est-ce qu'est en train de faire Apple à ce stade-là? Elle est en train de faire un retracement de 50% plus ou moins de la baisse qu'elle a connue depuis ses plus hauts, et de revenir sur une ancienne zone de support qui devient une zone de résistance. Donc Apple fait plus 5%, le Nasdaq sort un petit peu la tête de l'eau grâce à la surpondération de quelques caps comme ça, mais pour autant, on est quand même dans une situation très très neutre, vous le voyez, entre 150 $ et 170 $. Et tant qu'on n'en sort pas, on ne peut pas valider une tendance. On est plutôt en train de commencer à tracer du range. Donc, ArcelorMittal, qui avait fait une belle poussée haussière, ça retombe comme un château de cartes. On est en train de revenir là sur une zone de support qui peut permettre aussi voilà, de faire du trading. Donc on a pas mal de volatilité, avec des grosses sommes de capitaux. On tente des écarts de 2, 3, 4% et on joue ça. Voilà, mais si ce n'est pas votre cas, si ce n'est pas votre profil, eh ben, il faut aussi accepter que c'est le moment, comme disait Jesse Livermore, ou comme fait Poutine, hein, c'est d'aller pêcher et de revenir quand les tendances sont un petit peu plus claires et que vous avez un petit peu plus de probabilité d'être dans le bon timing plutôt que potentiellement, là, le timing, c'est plutôt le timing de zigzag, donc ça risque de vous frustrer énormément parce qu'un jour, ça se passe bien, le lendemain, vous reperdez tout, donc malheureusement, voilà, il faut attendre d'avoir un petit peu plus d'éclaircie, on ne peut pas non plus sortir la boule de cristal à ce moment-là. Donc malheureusement, ArcelorMittal a un petit peu cassé sa dynamique haussière dorénavant, tant que vous restez sous les 28 €. Après, voilà, vous pouvez avoir du rebond technique, bien entendu. Atos, elle vivote et elle joue un petit peu le mode dernier rempart avec ce support oblique. Donc il faudra tenir, bien entendu, et il faudra revenir au-dessus, surtout des 35 € pour commencer à parler vraiment d'une fin d'hémorragie, mais
Pour l'instant, ça reste un petit peu tendancieux. BE Semiconducteur, même chose que ArcelorMittal, alors qu'on est sur les secteurs d'activité qui sont complètement à côté. Mais là, même chose, on a joué les résultats, et comme on a vu sur beaucoup d'entreprises, les résultats sont très bons, mais c'est le passé. Et donc, comme on s'était dit sur le trimestre d'avant, mais qui n'avait pas eu lieu, finalement, ça se projette sur ce trimestre-là. Le marché ne regarde pas tellement les résultats sont exceptionnels, mais il regarde surtout qu'est-ce que nous disent les dirigeants sur les perspectives. Alors quand ils nous disent, les dirigeants, que les résultats sont exceptionnels et que les perspectives le sont tout autant, tout va bien. Apple plus 5, LVMH plus 5, on achète. Par contre, dès qu'on nous dit tout va bien, on a fait des super résultats, mais les perspectives, on est un peu plus prudent, bah c'est du moins 20, moins 30, moins 40%. C'est pas anodin quand même, la capacité du marché actuellement à jeter ce qu'il a aimé. Donc il faut rester prudent là-dessus. Donc on continue d'avoir les résultats qui tombent les uns après les autres. Et la grosse question à se dire, c'est une fois que ces résultats-là sont passés, sur quoi le marché va se focaliser? Et il va se focaliser sur quoi? Ben, toujours sur la même chose, c'est la peur d'une remontée des taux trop forte de la Fed qui potentiellement stopperait la machine, d'une part des valorisations de la tech, etc., mais qui stopperait surtout la croissance. Et comme je vous l'ai dit, on a besoin de la croissance. Donc je pense que malheureusement, on a la Banque centrale américaine qui joue la pression très politique, et la BCE moins. En tout cas, c'est ma perception. Et pour l'instant, Lagarde a l'air de tenir. Et je serais tenté de dire que pour une fois, peut-être que l'Europe peut potentiellement la jouer bien. Bon, on va voir. Hein. C'est pas gagné et on est sur des processus longs. Donc il va falloir attendre plusieurs mois avant de vraiment se dire oui, c'est ça, ou je retourne ma veste. Et en tant que trader, hein, moi, je me fous d'avoir raison ou d'avoir tort. Ce qui est important pour moi, c'est le timing. Parce que avoir raison, mais sans le timing, ça vous coûte de l'argent. Donc, ça sert à rien. Donc, BE Semiconducteur, même chose. Biocorp, c'était petite valeur. Ça reste dans la figure, mais c'est pas non plus exceptionnel. Toujours la cassure des 31 euros. Carbio, même chose, ça a cassé par le bas. Donc, faut laisser tomber pour l'instant dans des marchés comme ça, pas clairs. Carrefour, ça fait partie des valeurs défensives. Vous le voyez, ça tient la moyenne mobile 20, ça tente de relancer. Il y a toujours les rumeurs d'OPA, de consolidation du secteur. De toute façon, c'est simple. Hein, vous avez essentiellement secteur des médias, secteur de la distribution, secteur des jeux vidéo, secteur des semi-conducteurs. Je pense que ça va commencer à partir aussi de la tech plus globalement. Où vous avez un certain nombre d'acteurs qui sont blindés de cash et pour qui tout va bien, qui vont être très intéressés de racheter des boîtes qui aujourd'hui ne sont pas rentables, qui se font complètement défoncer, mais qui ont une technologie qui, dans 5 ans, dans 10 ans, aura un gros impact et qui donc peuvent éventuellement être intéressés de racheter potentiellement ces futurs concurrents avant qu'ils le deviennent en profitant de trous d'air. Alors après, il faut être très sélectif dans ce marché puisque il y a des valeurs qui ne sont pas rentables et qui ne le seront jamais. Et si elles n'ont pas été rentables, c'était une vidéo que je vous avais fait il y a quelques semaines, si elles n'ont pas été rentables pendant le Covid, pour certaines d'entre elles, la vraie question à se demander, c'est quand est-ce qu'elles vont être rentables? Et la réponse, c'est potentiellement jamais. Donc là aussi, voilà, le marché, et de toute façon, c'est pas maintenant, hein, ça fait déjà 6 mois globalement que le marché fait du nettoyage dans les valeurs de croissance, entre les valeurs de croissance de qualité et les valeurs de croissance où on estime que les niveaux de valorisation sont d'une part stratosphériques, mais surtout complètement maintenant utopiques, et dès qu'il n'y a plus de flux, ça s'écroule complètement, puisque ça n'intéresse plus personne. Je vais passer rapidement. Serinov, malheureusement, c'est pas parti. On attend, la construction continue. CGG, voilà, c'était ce que je vous disais. Configuration de retournement hein, qui reste toujours valide. Mais voilà, il faut accepter sur ce genre de valeur-là énormément de volatilité. Et globalement, on le voit, une évolution toujours dans un biseau descendant. Mais tant que vous êtes au-dessus des 70 centimes d'euros, une évolution qui reste plutôt positive. Mais évidemment, il faudra casser par le haut pour la suite des opérations. Claranova. Le rebond s'est fait, on est allé chercher, on le voit, la fermeture du gap, la moyenne mobile 200, et puis là, tous les supports ont recassé comme dans du beurre. Donc quand c'est comme ça, il faut attendre que le marché nous valide une construction. Éventuellement, ça sera sur ces 5 euros, 5,10 €. Et par la suite, il faudra attendre, patienter et commencer à nous confirmer la construction d'une figure et la casser par le haut. Et là, on commencera à pouvoir parler de retournement beaucoup moins de risques pour l'instant.
Nous n'y sommes pas encore. Crédit Agricole qui reste positive, haussière, on le voit, au-dessus des 12,80 € à ce stade. Bon, Dolphin, ça c'est toujours très spéculatif, on le voit, ça n'a pas réussi à casser cette zone des 43 centimes pour vraiment lâcher les chevaux. Egide qui revient très rapidement sur cette zone des 1,30 € après avoir atteint les 1,70 €. Bon, là, malheureusement, je dirais, ils payent les pots cassés de leurs résultats et de leurs perspectives un petit peu où ils ont joué la prudence. Et ça ne pardonne pas dans un marché qui hésite, surtout sur les petites valeurs, on ne veut pas se laisser enfermer. Donc c'est essentiellement le flight to quality, hein, vous l'avez vu, c'est essentiellement les grosses valeurs. Hein. On est sur des grosses valeurs aujourd'hui, pourquoi? Parce que vous avez la liquidité, et donc vous pouvez rentrer, sortir rapidement, c'est le jeu actuellement. Engie qui était revenu donc, sur son ancien oblique support, résistance et puis support ici, et puis qui relance bien, donc là ça continue d'être propre, au-dessus des 13 €, et ça fait partie des bonnes valeurs en bas de laine. Eramé également, qui avait consolidé sur son ancien sommet et qui relance aussi, donc tant que vous êtes au-dessus de ces 86-87 €, vous pouvez rester positif. Euronav, qui a rebondi au prorata, mais toujours la même chose pour moi, tant que vous ne recassez pas cette zone des 8 €, 8,30 €, il n'y a pas de retournement qui va se mettre en marche, et la seule chose qu'on peut commencer à définir, c'est un petit peu du travail en biseau descendant. Genoway, ça se cherche également, mais malheureusement, on a beaucoup dégradé. Donc dorénavant, sous les 4,40 €, ça semble compliqué, il faut se méfier si on commence à lâcher par le bas, évidemment. L'or, qui avait tenté quelque chose, on le voit avec Harmony Gold, c'est fini avec la Fed. Donc, également, je laisse de côté pour l'instant les minières. Je pense que ça sera important de se les garder en suivi, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Au niveau de Hermès, on voit qu'on est venu travailler, alors il fallait peut-être un petit peu ajuster l'oblique, mais c'était l'idée. Hein. On est revenu chercher cette oblique-là, on est venu la tenir et on tente dorénavant une tentative de rebond. On peut tracer une petite oblique comme ceci avec un biseau descendant, et donc si on veut faire du rebond un petit peu plus durable, vous voyez, il faudra réussir à casser par le haut. Et si on veut croire que le CAC 40 doit remonter la pente et repasser les 7100, vous aurez besoin que des valeurs comme Hermès réussissent là, dans leur rebond, qui n'est que technique à ce stade-là, s'affranchir de l'oblique pour faire des rebonds avec des retracements un petit peu plus forts de leur dernière baisse, même si pour l'instant, on ne peut pas parler de retournement de tendance à la hausse, hein, il va falloir procéder par étapes. Mais ça sera une première étape, par exemple, de revenir chercher les 1400, si jamais on arrive à en sortir par le haut. Mais pour l'instant, on reste dans les figures. Donc c'est essentiellement du rebond technique. Donc quand vous êtes dans du rebond technique comme ça, c'est très erratique, et il faut s'y attendre, hein. Donc ça fait partie du jeu. Imerys, par contre, ça reste toujours très propre. On le voit, on était revenu là chercher la moyenne mobile 20, on remonte bien les résultats, les annonces de cession d'actifs, etc. Bref, on a un beau retournement sur Imerys. Carlink, par contre, là, ça paye un petit peu les petites valeurs, malheureusement. Mais globalement, je serais tenté de dire que ça reste encore dans les clous. Il faut accepter de la volatilité, mais on a une congestion qui est toujours en train de se construire. Corian, voilà, c'est toujours la même idée, Corian hors PA. Je ne vais pas entrer dans les histoires de scandales, etc. Pour moi, et voilà, je l'ai expliqué suffisamment, notamment sur le Slack, il y a deux façons de voir les choses. Mais sinon, globalement, voilà, aujourd'hui, on voit qu'on a eu une première réaction. Mais pour moi, ces titres-là sont à jouer en mode prendre ce qu'il y a à prendre, en rebond. Certes, certains d'entre vous peuvent vous dire « je vais acheter du Corian ou du hors PA parce que dans 5 ans, ça vaudra plus, parce que le scandale sera passé, le truc, le machin. » Ok, dans 5 ans, vous aurez peut-être raison, mais vous prenez éventuellement un risque parce que, graphiquement parlant, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est des retours sur des supports quand même historiques, très importants, et par rapport aux fondamentaux actuels, forcément des prix qui peuvent être vus éventuellement comme attractifs, plus sur Corian que sur Orpea, je dirais. Mais après, voilà, la problématique, c'est que le politique va s'en mêler. Il peut y avoir tout un tas de réflexions, de trucs à droite, à gauche, des nouvelles révélations, ça éclabousse toujours en plusieurs phases, ce genre de choses. Donc, beaucoup encore de volatilité. Donc moi, ces titres-là, ils sont intéressants d'un point de vue trading, en effet. Ils pourront être intéressants d'un point de vue investissement. Mais encore une fois, si on met une casquette au moindre risque, on n'est pas encore sur des niveaux qui permettent de réduire globalement le risque. Donc on a la tech américaine qui est en train de bien remonter.
Donc ça, c'est plutôt positif, parce que vous en avez besoin pour la confiance du marché. Au niveau de la TECOR, c'est toujours dans la congestion à ce stade, c'est toujours très neutre. Au niveau de LVMH, vous le voyez, on a des résultats records, mais on a ramé. On a ramé, pour autant on a sauvé l'essentiel, c'est-à-dire qu'on a sauvé les 690-700 €. Donc ça, c'est ce qu'il faudra voir les prochaines séances, c'est de tenir cette zone-là. Si jamais on repasse en dessous de cette zone-là, pour moi c'est un signal de faiblesse, et si les plus grosses pondérations que sont le luxe commencent à nous envoyer des signaux de faiblesse, il faut commencer à se dire que le CAC 40 va pas pouvoir tenir dans ces conditions-là. Donc on a besoin que le luxe aujourd'hui tienne pour permettre aux valeurs value de souffler parce qu'elles en avaient bien besoin, et ensuite de remonter la pente, et pour permettre éventuellement, si on veut y croire, au CAC 40 de pouvoir relancer. Morale est propre, donc ça reste au niveau pétrole, on voit au niveau producteur pur pétrole, on reste toujours propre, on voit les parapétroliers ont beaucoup plus souffert. Mais là aussi, il faut s'attendre, ça reste un petit titre, il faut s'attendre à de la volatilité, mais globalement, c'est toujours propre au-dessus des 2,35 €. Micropole, c'est toujours le dépassement des 1,40 € qu'il nous faut. Nacon, on voit, ça paye aussi, les petites valeurs payent énormément actuellement le fly to quality, c'est-à-dire que même moi, je préfère aujourd'hui partir sur du trading sur des grosses caps, parce que s'il y a des revirements de situation, moi je sais que je peux sortir très très rapidement. Là, j'ai pas envie d'aller me chercher, même s'il y a des bonnes configs, etc., j'ai pas envie d'aller me planter sur des petites caps et de me faire coincer. Energy Group, elle est en train de se retourner, ça c'est bonne valeur actuellement, donc petit à petit, alors ça fait 2 ans qu'on répète la même chose sur les fondamentaux, mais c'est en train petit à petit d'atteindre le consensus, et donc on le voit, éventuellement du retournement avec l'aspect spéculatif qui va avec sur ce titre-là. Orange, magnifique, vous voyez, cassure de l'oblique, pullback dessus, relance, et vous avez un dividende. Donc on arrive sur une résistance ici, donc éventuellement on peut refluer, mais la tendance est parfaite, elle est très propre, excellente valeur défensive actuellement, donc ça c'est très très propre. Plastic Omnium, on avait parlé des équipementiers auto qui avaient fait du mieux ici, et puis très rapidement on avait cassé par le bas, et on a validé la cassure par le bas, donc dorénavant, c'est à remettre à plus tard, évidemment. Prosus également, je dirais que c'est à remettre à plus tard. On avait fait une tentative ici, c'était pas la bonne. Éventuellement, il faudra ajuster les graphiques, etc. Là, le risque, évidemment, c'est que si on n'arrive pas très rapidement à revenir au-dessus des 75 €, si on reste dans cette zone-là, le risque, c'est de faire une cassure par le bas et d'aller chercher un petit peu plus au sud. Quantum Genomics, là, il n'y a pas de dessin à faire, ça a cassé par le bas. Alors éventuellement, on peut toujours vous faire un rebond, mais on a cassé la dynamique, donc il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Renault, ça résiste plutôt pas mal, donc c'est là aussi, on voit les équipementiers qui ont un peu plus de mal, les constructeurs qui sont plus solides. C'est comme au niveau pétrole, les pétrolières pour l'instant résistent beaucoup plus que les parapétrolières. Donc on voit, on est très axé dans le haut de la chaîne globalement. Donc Renault qui bouge plutôt pas mal, mais qui reste en retournement, donc c'est toujours très propre. Sanofi aussi, ça reste très propre aussi dans la capacité d'avoir réalisé le break et de relancer actuellement, donc ça c'est des valeurs en portefeuille. Voilà, potentiellement vous ne gagnerez pas des 100 et des 1000, mais actuellement c'est une valeur défensive. Sartorius, donc les anciennes adorées, on va dire. Moi je pars toujours du principe qu'à un moment donné ou à un autre, l'effet momentum ne disparaît pas comme ça du jour au lendemain, donc si la confiance sur le marché revient, il faudra voir justement sur ces valeurs-là des capacités de rebond. Mais on a quand même bien dégradé les tendances, donc ça aussi, ça demandera du travail, de la construction. Mais à ce stade-là, voilà, on a un bon premier rebond qui permet de valider une oblique éventuelle. Ce rebond-là, il va avoir du boulot pour aller refermer ce gap déjà des 390 € et de poussière. Et après, petit à petit, on va commencer à pouvoir construire des figures. Ça, c'était pas probant, ça n'a pas fonctionné, et donc on verra petit à petit, avec des chandeliers supplémentaires, ce qu'on peut commencer à construire. Mais en gros, globalement, tant que vous êtes là-dedans aussi, c'est du trading. Il va falloir attendre de sortir éventuellement ce trading range qui est assez important, là, entre les 350 en gros et les 410, je dirais, pour pouvoir se dire, oui, il y a quelque chose de plus moyen terme à jouer. Au niveau de SMCP, j'y vois toujours pas grand-chose à ce stade-là, donc on commence à construire des figures de congestion, mais il faut en sortir par le haut pour réellement
donner une impulsion. Solution 30, c'est la même chose. Tant que vous ne réussissez pas à sortir ici, je dirais, des 6,70 €, on ne va pas jouer le retournement haussier. Donc j'attends pour l'instant, on joue le support, hein. On joue avec le support, on joue avec la matérialisation et l'actualisation du biseau descendant en scénario, hein, si je nettoie un petit peu mon graphique globalement. Technicolor, ça, pas grand chose à se dire non plus, vous aurez besoin que ça revienne au-dessus des 2,95 €. Technip Energy qui bute sur sa résistance, rien de bien méchant, mais un petit peu de consolidation. Total Energy, rien de bien méchant non plus, consolidation à plat, mais ça reste très positif, on le voit, hop, j'ai pas le bon curseur, tant que vous allez être dorénavant au-dessus de ces 47 €. Unibail également, qui construit très bien, donc ça peut être pas mal pour essayer de jouer le retournement. Il faudra, vous le voyez, casser la zone des 67-70 €, mais ça se regarde, hein. Invalidation sous les 62 ici. Valeo qui paye même chose que Plastic Omnium et compagnie, qui paye un petit peu là, la congestion qui s'avorte, qui casse par le bas. On va chercher le pullback, donc pour l'instant on remet tout ça à plat. Le risque c'est de revenir sur cette zone de gap. Vallourec également, pas mal de volatilité comme sur CGG. Hop, on est revenu ici, on fait le pullback et là on retravaille la zone. Donc tant que vous ne repassez pas au-dessus de ces 8,60 €, on ne se remet pas dans des dispositions un petit peu plus sereines. Verimatrix, même chose, pas grand chose à se dire tant que vous ne cassez pas cette oblique ici à 1,30 € et Worldline, même chose. Alors j'y verrai là aussi un biseau descendant qui est en train de se valider, on le voit aujourd'hui, on a rebondi dessus. Et même chose, tant que on n'arrivera pas à casser ce biseau descendant par le haut et notamment à repasser au-dessus des 45 €, on n'a pas grand chose, voilà, à se dire. Bon, après, il y a beaucoup de valeurs sur lesquelles on pourrait faire de l'analyse, évidemment, je n'ai pas le temps de tout vous montrer. Il y a surtout beaucoup de valeurs sur les US et notamment de la tech, qui sont des bons couteaux qui tombent, hein, comme Worldline un petit peu, mais où globalement un trader a des choses à faire. Mais il faut rester, je dirais, à ce stade dans une mentalité prendre ce qu'il y a à prendre en attendant que le marché nous donne des chandeliers supplémentaires qui nous permettent d'avoir un petit peu plus de conviction et avec ces convictions de voir revenir les flux qui nous permettent de confirmer ces convictions. Et c'est en gros, c'est la prophétie autoréalisatrice, c'est toujours la même chose. Plus le marché a peur, plus il vend, plus il a peur. Plus le marché a confiance, plus il achète, plus il a confiance. Toujours la même chose, il faut toujours imbriquer la psychologie des foules et accepter également que les corrections, et même les corrections fortes comme on peut avoir aujourd'hui, font partie du jeu. Et faire très attention de parler de bear market parce qu'un marché a perdu 20% sur des définitions comme ça qui ne veulent rien dire. Il faut relativiser par rapport à là d'où on vient. Quand vous avez un marché qui a gagné, qui a fait x2, x3, perdre 20%, ce n'est pas un bear market au final, c'est un retracement. C'est un petit retracement, donc il faut accepter. Mais par contre, il ne faut pas oublier l'illusion des indices. Quand vous regardez le Nasdaq, etc., vous avez deux photos aujourd'hui, des valeurs technologiques de qualité, avec de la visibilité, avec une montagne de cash, qui même si elles sont des valorisations assez importantes dans une remontée des taux, qui, ma foi, continuent d'attirer énormément de flux, et des valeurs technologiques, de la nouvelle technologie, du nouveau monde, potentiellement, oui, peut-être, maybe, dans 10 ans, mais qui ne sont pas rentables, qui vont encore avoir besoin d'énormément d'argent, dans un environnement de remontée des taux, où le financement est peut-être un petit peu moins facile, où on va regarder un petit peu plus ce dans quoi on met les pieds. Et ça, on l'a vu, ça ne date pas de maintenant, ça se prend une benne déjà depuis 6 mois, et vous êtes à moins 50, moins 80%. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo est la plus claire possible, même pour des débutants, etc., pour à la fois avoir une vue macro et une vue plus micro. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À également passer un excellent week-end. On verra lundi à quelle sauce on est mangé. Et pour moi, vraiment, c'est au jour le jour actuellement, hein. On est dans ces tendances-là où on est un petit peu dans... on se forge la vie au jour le jour. N'oubliez pas, voilà, de mettre un pouce en l'air à la vidéo si ça vous permet de tirer votre épingle du jeu.
de la partager également avec d'autres investisseurs que vous connaissez pour faire passer un petit peu le mot et que ça aide le plus de gens possible, et de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos que je publie également en semaine et qui peuvent vous aider. Je rentre souvent plus dans le détail que dans ces vidéos hebdomadaires où je reste un petit peu plus, on va dire, niveau macro. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes, et on se retrouve lundi sur graphseobourse.fr, puisque je publie, pour celles et ceux qui ne le savent pas, tous les jours, quasiment tous les jours, une revue de marché, une revue de mon portefeuille, et donc vous avez mes sentiments un petit peu au jour le jour, et le week-end c'est une sorte de synthèse. Une nouvelle fois, excellent week-end et à lundi. Salut.